Hello les passionnés d'industrie, alors bienvenue sur le seul média qui parle vraiment des enjeux RH de ce secteur. Et son objectif? Vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Je suis Claire Tenaillot, je suis hôte de ce podcast et fondatrice de Be Wanted. Et mon job? Faire rayonner votre industrie. Je vous aide à structurer votre fonction RH et bâtir votre marque employeur. Ensemble, on élabore des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui puissent accompagner la croissance de votre industrie. Mais je ne suis pas seule à ce micro. Chaque lundi, je reçois un invité, dirigeant, DRH ou expert d'une thématique RH pour que vous repartiez avec un shot de bonnes pratiques et de benchmark. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. Je te propose qu'on attaque direct. Tu sais, on a une petite routine. On commence toujours par 3 questions pour mieux te connaître. Alors, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te révolte et qu'est-ce qui te fait peur? Dis-nous tout. Alors, ce qui m'anime, aujourd'hui depuis quelques années, c'est de justement redresser la filière textile, en France, hein, ce côté réindustrialisation, de notre territoire et donc c'est, aujourd'hui de, diriger, ma petite entreprise, Chantel Épernay, et de revaloriser le métier, des couturières et du savoir-faire textile. OK. Alors, qu'est-ce qui te révolte? Alors ce qui me révolte, un exemple, les passages de commandes, françaises de l'État français, notamment liés au textile, qui peuvent être faites, justement, sur des pays, à l'étranger et non pas, dans notre filière, sur notre territoire. Ça me Donc, révolte, oui. Mmh. l'absence de commandes publiques dans le textile, fléchées vers des industries françaises, en tout cas, et qui produisent en France surtout. C'est exactement ça, ouais. Mmh. Mmh, je partage, je partage. Et qu'est-ce qui te fait peur? Bien, ce qui me fait peur, en effet, c'est, de pas avoir, de recrutement parce que même si, il y a des marques et des clients aujourd'hui et qui veulent faire du made in France et aujourd'hui de trouver en fait, nos futurs, employés, de demain. Mmh. OK. Bon, écoute, tu n'es pas là par hasard. D'ailleurs, Delphine, tu es la toute première invitée que je reçois, dans le secteur du textile, donc je suis, super, contente, que tu représentes déjà, la filière, de mettre en valeur aussi la filière, à travers le podcast, à travers le média. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode? Eh bien, d'abord, on va s'attacher à ton propre parcours parce que tu as un très bel exemple, d'engagement et de fidélité au sein d'un groupe. Donc tu vas nous expliquer, eh bien, qu'est-ce qui t'a fait toi, rester au sein du groupe, Chantel. Ensuite, on va parler, de l'attractivité des métiers du textile, mais des métiers techniques parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et enfin, on va parler, justement des compétences, de tout ce que vous mettez en place, en termes de transmission des compétences. Alors c'est parti pour le programme. Je te laisse d'abord te présenter en quelques mots. Dis-nous tout. Qui es-tu? Que fais-tu? Ta vie, ton œuvre. Ah. Donc moi je suis Delphine, je suis la directrice du site Chantel à Épernay, le site historique du groupe Chantel, qui a aujourd'hui 85 employés. Je suis une passionnée de l'univers, de l'habillement. J'ai fait toute, ma scolarité, toutes mes études dès la sortie de la troisième sur ces métiers où j'ai, au travers de mes études justement découvert ces fameux métiers et dirigé par la plutôt les métiers techniques pour m'arriver aujourd'hui à être responsable d'un site, de production. OK, donc Delphine Chapelot, puisque tu n'as pas, Oui. donné ton nom. OK, écoute, alors c'est parti. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu parce que tu as un parcours, rare et qui mérite d'être valorisé. Ça fait 24 ans, hein, c'est ce que tu me disais que tu es, au sein du groupe, dans la même entreprise. Alors déjà, qu'est-ce qui toi te fait vivre? Qu'est-ce qui t'anime au sein de cette entreprise? Et qu'est-ce qui fait un tel engagement, en fait, au quotidien?
Alors oui, en effet, je suis arrivée il y a plus de 24 ans maintenant, à Épernay dans ce site. À la base même, je ne suis même pas de la région, sparnassienne, donc de la région champenoise. Je suis plutôt, de l'ouest de la France, je suis du Mans et je suis arrivée ici, c'était mon premier job, donc complètement déracinée, avec aucune connaissance sur le territoire et en me disant comme beaucoup de personnes: «Je vais pas rester très, très longtemps en fait, hein. C'est juste histoire de quelques mois et je vais vite revenir, dans ma campagne sartoise ou peut-être même ailleurs. Et finalement, 24 ans, je suis toujours là. Et pourquoi? Parce que, bah, en fait, finalement, quand j'ai passé les portes de cet atelier, j'ai découvert déjà un produit, hein, puisque même si j'avais fait mes études dans l'habillement, là, j'ai découvert ce que c'était que la corsetterie et c'est vraiment très, très spécifique comparé à de l'habillement un peu plus classique, comme, des robes, des jeans, des vestes. Là, il y a vraiment une spécificité, une demande de dextérité, du matériel et puis la lingerie, bah, là, pour le coup, moi, ça m'a parlé évidemment parce que, bah, je suis une femme, donc je l'utilise aussi au quotidien et donc forcément, il y a eu un attrait sur ce produit, que je connaissais pas et qui m'a intéressée tout de suite. Donc déjà, il y a eu cet aspect OK. produit. Le produit, OK. Exactement et ensuite, bah, au travers, voilà, du produit, ce qui m'a tout de suite aussi, enfin marqué, c'est, les valeurs en fait, du groupe Chantel et qui se transmettaient en fait au travers du personnel. C'est-à-dire que j'ai tout de suite eu la sensation d'arriver, ouais, dans une grande famille. Donc moi qui étais déracinée, qui étais toute seule, bah, finalement en fait j'ai trouvé des collègues et plus que des collègues qui étaient là pour vraiment, te transmettre leur passion au quotidien et te porter en fait, dans ton métier. Et donc et ça, ça a été, voilà, le produit, l'excellence du produit et les collègues, les valeurs qui, bah, te font sentir bien, font que, bah, 24 ans après, tu es toujours là. En fait, tu es donc un bébé Chantel, du Oui. coup. Et quand tu as commencé, tu occupais quel poste, chez Chantel, du coup? Alors moi, quand j'ai commencé, je suis arrivée en tant qu'agent bureau d'études. Donc ce OK. métier, voilà, c'est une métier technique où, on élabore en fait, bah, les prix de revient, on définit les processus de fabrication, les différentes opérations dont on va avoir besoin. Donc c'était, voilà, la technique du produit. Oui, donc en fait, tu as le design, du produit, enfin, en tout cas, c'est déjà, dessiné et toi, tu prépares l'industrialisation, finalement? Exactement, c'est exactement ça, ouais. On passe juste après les stylistes. On collabore aussi avec les stylistes parce que, voilà, ils ont des Sur le belles niveau de idées. faisabilité, j'imagine technique, c'est-à-dire qu'à un moment, de l'idée à la faisabilité, il y a peut-être, Bah, des fois, il y a un gap en effet, hein, donc on essaye de faire atterrir ce beau petit monde qui parfois est un peu trop perché et puis, alors l'atterrissage, c'est la faisabilité, mais c'est aussi le prix, hein, puisque, bah, ça reste, voilà, ça doit rester, des produits qui doivent être accessibles aussi et donc forcément, sur l'utilisation de la matière, les différents, composants et ben, on peut attendre des fois à des montants qui ne sont pas, satisfaisants pour le côté marketing et donc, bah, ça justement, c'est un travail en fait, hyper intéressant parce que c'est, ultra aussi, collaboratif et donc, oui, c'est grisant. Mmh. OK. Donc alors non seulement tu as passé, 24 ans, en tout cas tu es depuis 24 ans pour être plus précise dans la même entreprise sur le même site, mais du coup tu as évolué puisque tu nous dis que tu es rentrée au bureau d'études et aujourd'hui tu es directrice du site. Donc j'imagine qu'il y a aussi cette possibilité, d'évolution au sein de l'entreprise où tu t'es dit: «Bon et bien, j'ai de quoi voir venir, satisfaire potentiellement, mes envies d'évolution et d'apprentissage. Ouais, complètement. Alors c'est vrai que, enfin, tu m'aurais dit à 24 ans, «Delphine, tu finiras un jour, directrice de site», clairement je t'aurais dit: «Claire, là c'est pas possible, enfin non, là tu rêves». Mais, donc je le voyais pas, c'est, comme ça dès le démarrage, mais en tout cas, j'ai tout de suite, senti que l'évolution en interne était présente, en fait, dans l'entreprise. Quand je suis arrivée au bureau d'études, par exemple, moi, je sortais d'une licence productique, habillement, où on apprend un peu ces principes-là. Mais j'étais entourée aussi, au sein même du bureau d'études, de couturières, en fait, donc qui avaient commencé, des fois même sans diplôme à la machine à coudre et qui étaient rentrées, en fait, dans le bureau d'études comme moi en tant que technicienne. Donc finalement,
bah, je voyais qu'il y avait, en effet des marges de progression. Donc moi, pour mon parcours, là, en tant que d'études, agent bureau d'études, ben, oui, assez vite en tout cas, je suis passée responsable de justement ces parties bureau d'études, parfois différentes, spécifiques sur le prix de revient et puis après avoir tout le bureau d'études et puis ensuite on te donne, «Et tiens, si on te donnait le service qualité en plus du bureau Bah d'études?» oui. Pourquoi pas? Et puis si on te donnait le service client, bah, why not non plus, quoi? Et donc du coup, bah, finalement, je me suis retrouvée avec un peu plus de services et puis, il me manquait la logistique et la prod et voilà et on m'a dit, bah, finalement, «Écoute, là, Bah, on ça prend le cherche site. on cherche une directrice du site et finalement, on sent que ça peut être toi». Donc moi, évidemment, j'ai accepté le défi et en plus, il y avait un beau challenge à l'époque, sur la transformation de site. Donc bien évidemment, j'y suis allée. Mmh. OK, donc alors, si on récapitule, tu me dis le produit, le produit, le produit, les valeurs du groupe et ton attachement, en tout cas, vis-à-vis du groupe, les possibilités d'évolution. Donc déjà, on a un beau combo en termes d'attachement et de levier de fidélisation, en tout cas de collaborateurs et je crois aussi, tu m'as dit, qu'il y avait quelque chose en tout cas qui te tenait toi particulièrement à cœur, qui était la notion du groupe qui est un groupe familial et selon toi, qu'est-ce que cela change dans ton quotidien, dans ton engagement auprès de la peut-être de la vision, aujourd'hui du groupe, auprès de la feuille de route peut-être? Parce que toi forcément tu es maintenant sur un niveau, stratégique. Est-ce que c'est important pour toi? Oui, oui, c'est très important moi j'ai cet avis en tout cas, c'est le mien, mais je pense que justement quand on fait partie d'un groupe familial, tout de suite on sent, la différence, par rapport à d'autres où on a affaire à des actionnaires qui, eux, regardent les chiffres, essentiellement les chiffres. Là, on a, ce côté humain. Nous, on est, à la 6e génération aujourd'hui, dans le groupe Chantel, de cette famille et C'est donc fou, hein. bah, finalement c'est aussi, un groupe et une direction qui évidemment, ne perd pas ses objectifs de rentabilité, mais qui a la patience en tout cas, voilà de faire évoluer les choses et pas, juste, voilà: «Je veux du chiffre et dans 6 mois on doit être là et sinon, bah, en fait on prendra des décisions». Donc moi ce que j'ai apprécié, c'est justement et ce que j'apprécie au jour le jour, c'est, la patience, qui peut y avoir, sur le cheminement vers un objectif. Mmh. Alors ça Parce veut pas qu'en fait non, excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé, pardon, je pensais que tu avais terminé. pardon, oui, ça veut pas dire non plus qu'on n'a pas d'objectif et que finalement on se laisse vivre, bien, enfin bien au contraire, hein. Là, nous, on a de gros objectifs sur le site d'Épernay et sur un site français, comme les autres, mais en tout cas, oui, c'est vraiment, porteur, ouais et riche d'avoir ce temps quand même. Mmh. Donc en fait, ce que tu expliques, c'est qu'il y a en tout cas cette, vision et l'acceptation du temps long, Mmh. propre aussi à l'industrie, hein. Je c'est quelque chose dont on parle souvent, sur le podcast parce que, ben, forcément, on est sur des processus qui sont longs. On peut pas, forcément aller chercher du ROI, direct sur chacune des actions. C'est aussi un peu le propre de l'industrie et donc selon toi, en tout cas, tu te dis que possiblement, un groupe, détenu par, des actionnaires, des fonds d'investissement et cetera, il y aurait pas forcément cette culture, en tout cas, du temps long, quoi? Oui, je pense, oui. Mmh. C'est mon Mmh. avis. Mmh. Bon, tu pas la seule, d'autres nous l'ont confié, dans ce podcast, mais je suis pas là pour balancer. Alors maintenant, tu nous as parlé, voilà, de ton parcours et de ce qui faisait ton engagement à toi, quotidien. Alors, toi, du coup, dans ton rôle aujourd'hui de directrice de ce site, comment est-ce que tu embarques, à ton tour, l'ensemble des équipes, et comment est-ce que tu fidélises? Est-ce qu'il y a des effets, quoi? Est-ce que vous avez, une fidélité assez forte et assez marquée sur ton site?
Alors, ouais, déjà, en fait, nous, on a un site qui a commencé à une transformation il y a 5 ans puisque, en fait, on est le site historique, comme je le disais tout à l'heure et depuis 5 ans, en fait, on a ouvert notre site à la sous-traitance. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas que pour Chantel, on fabrique maintenant pour d'autres marques. Des clients, donc on est dans cette recherche aussi et dans cette ouverture, en fait, à l'extérieur pour donner un peu une image. Quand je dis moi je suis arrivée il y a 25 ans, bah, pendant, 20 ans, en fait, on était nourris par le groupe, on faisait, voilà les commandes du groupe, que ce soit au travers du développement ou un peu de production. Et puis on n'avait pas forcément besoin de regarder ce qui se passait à l'extérieur et qu'on vienne nous voir. Hein. C'était un peu vivons heureux, vivons cachés. Euh, c'est un peu d'ailleurs dans l'industriel, on est un peu comme ça. Clairement. Et là, depuis 5 ans, et c'est d'ailleurs ça en fait qui m'a animée hein, pour prendre la direction du site, c'est que bah, en fait, on s'ouvrait à la sous-traitance. Donc, qui dit s'ouvrir à la sous-traitance dit d'aller chercher aussi des clients, donner envie de venir fabriquer chez nous, participer à des salons, faire visiter son site. Et donc là, on a commencé à ouvrir les portes, on a fait rentrer les gens et on s'est dit, mais finalement, à voir leur regard et avoir leur retour, on s'est dit, waouh, mais en fait, on est bien, hein, on est une vraie pépite, nous. Hein. Et donc voilà, donc on s'est dit, mais en fait, on fait envie. Et ça, déjà, je trouve que ça a été bah, hyper important de faire rayonner le site. C'est-à-dire que enfin, on savait qui on était. Et pour le personnel en place, en fait, bah, finalement, ça a été un peu une première. C'est de dire, ah tiens, il y a OK. des gens qui viennent nous voir, qui nous posent des questions, qui nous disent, ah bah bravo, félicitations, bravo d'être là, etc. Donc Ah là, et j'ai envie de c'était dire, une découverte, quoi. OK. exactement. Donc là, on bombe le OK. torse et on se dit, ah ouais, en fait, on a de quoi être On est fier. trop on est trop des bêtes. Donc voilà, donc il y a eu ce rapport, d'ouverture à la sous-traitance et puis, bah, comme on s'est dit: «Bah, voilà, c'est pas fini» et que moi, bah, finalement, j'ai, cette envie de faire rayonner, en fait, ce made in France et de cette filière textile, bah, je me suis dit: «Bah, c'est pas fini» parce que, OK, il y a des clients et les clients, bah, ils ont peut-être déjà visité des ateliers, donc ils sont sympas avec nous, il y a pas de souci. Mais il y a quand même le grand public qui, lui, achète des produits et qui ne sait pas du tout comment, en fait, ils sont confectionnés. Et ça, en fait, bah, là, limite, c'est de l'utilité publique. Et, et donc là, on a ouvert le site à la visite du grand public depuis 1 an. On a accueilli 1800 visiteurs. Donc la visite, elle est payante. Ouais, Elle est payante, hein, donc c'est 10 euros l'entrée. 1800 personnes et 1800 personnes qui, ben, voilà, pendant 1 heure, voient l'ensemble de notre processus de fabrication et vont discuter, mais au plus près, hein, parce que nous, on a un métier très manuel. Donc les gens, il faut qu'ils s'approchent au plus proche des mains, qu'elles voient les mains, la dentelle, etc. Et donc forcément, de discuter avec nos couturières. Nous, pendant l'heure de la visite, à un moment donné, on les lâche, entre guillemets, dans l'atelier, on leur dit carrément, OK. ah ouais, allez-y, parlez avec elles, discutez, elles adorent. Et en effet, et donc aujourd'hui, c'est vrai, bah, ces couturières qui font un métier qui est méconnu, et où, bah, quand on achète, son soutien-gorge en magasin, on ne sait pas, combien il y a d'étapes, qu'il y a 40 étapes pour le fabriquer, qu'il y a 25 pièces dedans et que finalement ça passe de main en main, qu'il y a toujours une personne derrière une machine et qu'il y a pas une machine qui bosse toute seule. Et bien ça, en fait, on le fait découvrir depuis 1 an et on a nos couturières qui sont hyper fiers que enfin, en fait, on valorise leur travail. Et donc, bah, finalement, c'est un moyen aussi bah, de leur rendre honneur à chaque fois. Et puis de les fidéliser parce que finalement, quand ils te sont fiers, bah, tu as envie de rester dans la boîte où tu es, quoi. Mm. Et tu vois, c'est peut-être une question candide, voire une question un peu con, pardon. Mais en fait, je me dis: «C'est quand même fou que ce métier de couturière, enfin, il y a, plusieurs décennies, c'était un métier hyper courant et hyper nécessaire. Tu Mm. vois, je vais te parler de ma vie, mais moi, ma mamie était couturière. Elle était d'ailleurs couturière en télétravail, figure-toi, c'est très drôle. Mais elle était couturière, elle allait, toutes les semaines à l'atelier récupérer son matériel, ses plans, Eh oui. ses patrons et cetera, c'était déjà découpé et en fait, elle rentrait chez elle, elle avait, une machine à coudre, une surjeteuse fournie par l'atelier, elle travaillait de chez elle Ah oui. et mais bref, on s'en f enfin, bisous mamie, mais je veux dire, c'était pas trop le sujet, mais c'est juste pour illustrer qu'à l'époque, c'était un savoir-faire essentiel, tu vois? Mm. Donc c'est fou que, tu
aujourd'hui en 2026, tu me dises: «On ne parle même plus de ces métiers-là». C'est bien là l'impact, clairement d'une politique de délocalisation, de désindustrialisation. C'est fou que tu aies besoin de poser ce constat, quoi. Enfin, Exactement. Tu sais quand est-ce qu'on l'a vu? Il y a eu une époque, du coup, où on s'est dit: «Ah tiens, les couturières finalement ça sert» et ben c'était l'époque covid. Parce que, tout le monde s'est dit: «Ah, et beh, ouais, tu sais faire des masques toi? Tu pourrais pas nous faire des masques?» Et en fait, c'était impressionnant, en fait, cette période. En tout cas pour nous qui sommes dans le textile et avec ce savoir-faire de confection, ça a été vraiment une époque où là, on a eu besoin de nous. Mais vraiment, hein. Moi, j'avais mon ouais. téléphone qui sonnait, de la sous-préfecture, pour dire, «Vous pourriez pas faire des surblouses?» parce que nous, on galère, on sait plus et jamais, encore une fois, jamais j'aurais pensé un jour recevoir un appel d'une sous-préfète pour dire: «Delphine, on a besoin de vous pour faire des surblouses et c'est essentiel, les soignants en ont besoin». Jamais j'aurais pensé ça et donc pour la petite histoire, on a ouvert le site qui était fermé au 16 mars comme, voilà, on a été mis au chômage partiel et moi j'ai créé une assos, pour bien faire la part des choses entre, Chantelle et les personnes qui allaient venir faire des surblouses. On était bénévoles pendant 2 mois et demi. On a fabriqué 25 Ouais. surblouses qu'on a arrosé tous les établissements hospitaliers et cetera sur le territoire, enfin à Marnay. Et voilà et ça a été exceptionnel. On a été reconnus par l'État, pour ça, mais ouais et donc là, ça a été une période où on s'est dit: «Mais finalement les couturières, waouh, mais ça sert quoi». Enfin, moi je me rappelle Mmh. aussi d'avoir fait une vidéo pour justement, la présidence de la République où il fallait, dire, «Porter un masque, c'est essentiel» et en fait dans ce spot publicitaire, tu avais toute l'industrie, textile qui allait des fabricants de couettes, à des fabricants de vestes, c'était incroyable et donc oui, c'est là où en fait on s'est dit: «Ah ouais quand même en fait finalement, bah, on se sert». C'est un savoir-faire essentiel finalement. Exactement, ouais. C'est non, mais c'est fou qu'on ait pu en enfin, tu vois, je avec le recul maintenant, je trouve ça fou que l'on ait pu en douter et de passer d'un extrême à l'autre où c'était super essentiel il y a des décennies, tu vois? Enfin, quelques décennies en arrière, sans pour autant aller trop loin et où aujourd'hui tu me parles presque d'un savoir-faire qui est devenu, complètement désuet, pour le Mmh. grand public en tout cas. Exactement, ouais. Heu, Mmh. c'est OK, c'est dingue et alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Donc tu nous expliques qu'aujourd'hui, vous faites beaucoup d'actions de promotion en tout cas, bah, des métiers, des actions, auprès du grand public, je sais que vous faites aussi venir des lycéens, des étudiants et cetera, découvrir le site. Est-ce que du coup, depuis que vous avez cette ouverture-là, peut-être aussi cette ouverture médiatique, notamment, depuis que vous avez ouvert, à des clients. Est-ce que tu as vu un avant-après? Est-ce que vous avez plus facilement de candidatures? Est-ce que tu sais le mesurer aujourd'hui ou à peu près en tout cas? Alors oui, alors déjà en fait, encore une fois pour revenir à ma mon parcours, quand je suis arrivée il y a 25 ans, une couturière ici qui partait en retraite, elle était pas remplacée. On recrutait des techniciens dans les bureaux d'études, mais on remplaçait plus les couturières. Et puis ensuite, justement, c'est là où, on a commencé de la sous-traitance et donc on a de nouveau eu besoin de capacités en fabrication et là, on s'est dit: «Ah ben là, maintenant, on a besoin de bras, on a besoin de petites mains, donc du coup, on va recruter» et donc depuis, 4 ans, on a recruté 15 personnes. Mais en fait, c'était, pour moi exceptionnel parce que, je te dis, en 20 ans, 0 Mmh. couturière recrutée et là, en 4 ans, 15 nouvelles qui arrivent et donc là, c'est déjà très, très fort parce qu'on ne recherchait pas des couturières. Donc voilà. Mmh. Donc là, évidemment, ben, quand on s'est dit, «Bon, maintenant, il faut recruter», c'est là où, là, on s'est attaqué au mur du recrutement et qui veut venir chez nous et qui a le savoir-faire et en fait, ouh là, bah, ça va pas être si facile que ça. Mmh. Parce que du coup, vous êtes une des seules, industries textiles de ton territoire? Oui, ouais, ouais, dans la Marne, oui. Après, on a le bassin troyen, qui est à une centaine de kilomètres. Mmh. Ouais, bah, Hem c'est pas en termes de mobilité, tu fais pas la route pour bosser, tu fais pas 100 kilomètres quoi.
Exactement, ouais. En tant que couturière, ouais, non, tu fais pas ça. Donc voilà, donc on a quand même un lycée qui, propose un bac pro de couturière, donc à Reims, donc qui est situé à 30 kilomètres de chez nous. Donc c'est, en effet une source, de recrutement. On va faire d'ailleurs un job dating là, parce que là, les bacs pro, vont bientôt C'est ça? arriver et Ouais. donc on fait la sortie des écoles, hein, mais si je puis dire. Et vous? Et oui, oui, mais c'était pas facile parce que, bah, déjà, oui, les filières ont disparu avec les industries. Donc là, au démarrage, quand on a dit: «OK, on a besoin de bras», Ah ouais, on a lancé la petite annonce. Bon, bah, ça s'est pas précipité. Donc on a fait des opérations où on s'est dit: on allait former, évidemment, si je peux parler de formation. On a formé des former groupes. en interne. Ouais, Exactement. Ah là, nous, de toute façon, c'est obligatoire puisque comme je disais tout à l'heure, au travers du produit, même quand ce qu'on dit, hein, même quand tu sais coudre, tu sais pas coudre un soutien-gorge parce que, bien sûr. voilà, la lingerie de soutien-gorge, c'est de la matière qui est que extensible, des composants extensibles Ouais. et donc forcément du matériel qui est différent et donc quand tu sais coudre une jupe, tu sais pas coudre un soutien-gorge et donc forcément quand tu arrives chez nous et ben, il y a un minimum de 3 mois de formation pleine, donc par une formatrice dédiée, qui va t'apprendre en fait, les gestes. Mmh. Ouais, puis j'imagine qu'après, à poste et en fonction de vos flux de production, vous adaptez d'abord sur des postes simples, peut-être avec des j'imagine qu'il y a plusieurs matières sur un soutien-gorge, donc j'imagine que vous adaptez en fonction de la matière, en fonction des types d'opérations, et que vous faites une progression pédagogique et à la prise de poste en fonction de cela. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais, on y va crescendo, hein. On commence pas par l'opération la plus difficile, histoire de de que Allez, ça. on va voir ce que vous avez dans le bide. Non, non, voilà, donc non, non, on commence par un peu des opérations, comme tu dis, standards, basiques et puis, petit à petit, on monte sur le degré de difficulté, et d'apprentissage. Donc ouais, c'est ça, c'est un peu des plans de formation. On a évidemment, tout un plan, tout un recensement aussi des postes qui, vont bientôt aussi manquer parce que, on a des départs en retraite, et voilà, qu'on prévoit et donc forcément des postes qui vont être tendus. Donc on sait que voilà, même si, tu commences par les opérations de base, il va falloir très vite aller vers des opérations qui, seront, derrière, tendues. Et et sécuriser ses savoir-faire parce que, j'imagine donc de ce que je comprends, vous avez très peu de turnover parce que Mmh. tu me dis que vous avez pas recruté en l'espace de 20 ans. Donc j'imagine qu'il y a une vraie fidélité, des équipes, mais effectivement, les personnes qui sont là, depuis probablement plus de 20 ans sont peut-être même encore plus que ça, sont bientôt sur le départ. Donc comment sécuriser vos compétences qui sont critiques? Mmh. Assurer une transmission sur ces tâches, complexes ou peut-être ces cas un peu particuliers que vous pouvez avoir en production, que ce soit pas détenu que par les anciens et dans toutes les mêmes têtes, quoi. C'est ça vos enjeux aujourd'hui? Ah oui, c'est complètement ça, ouais, c'est ça, c'est, nous, on a ce devoir de transmission, en fait. Si on veut préserver notre savoir-faire, il faut qu'on sache transmettre notre savoir-faire avant de partir et avant de laisser, la place à d'autres qui le reprendront et pour pouvoir, justement le pérenniser. Donc c'est vraiment ça l'enjeu et donc même si, il y a, des mois de formation, une formatrice dédiée aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans des phases de recrutement. Mais on a aussi de toute façon, après même cette formation, du tutorat, de cette transmission. Alors que nous, évidemment, chez nous, hein, c'est un petit secret, mais qu'on appelle une transmission mère-fille. En fait, parce que on est 85, on est 81 femmes, donc c'est ce qu'on appelle entre nous, voilà, la transmission mère-fille, en effet. C'est important. OK. OK, c'est chouette et alors, du coup, parce que tu vois, moi, je travaille beaucoup sur, les enjeux de compétences, j'accompagne beaucoup de clients, particulièrement en ce moment, hein, sur ces enjeux de sécurisation des compétences. Hem, de ce que tu m'expliques,
J'ai l'impression quand même que le savoir-faire est relativement, formalisé aussi par la nécessité d'industrialiser, d'optimiser les coûts tout en garantissant la qualité. Donc ça nécessite en industrie ça une formalisation importante, des processus, des procédures et cetera. Donc j'imagine que ça facilite, tout de même, cette transmission. J'imagine aussi que vous avez des standards à poste de travail et cetera, qui viennent faciliter tout de même. Alors ça fait pas tout, mais disons que c'est un élément critique pour favoriser la transmission. Exactement, ouais, on a des grilles de compétences, hein, c'est-à-dire qu'on suit aussi Ouais. nos employés, sur, bah, les opérations qu'elles savent faire, et puis on fait des entretiens avec elles aussi parce qu'elles ont des envies, hein, il y a parfois, je peux être sur ces opérations-là et si elles veulent aller, sur d'autres et bien justement il faut leur laisser, bah, l'opportunité de pouvoir le faire, donc ces grilles de compétences en effet elles sont, bah, vraiment très très fortement regardées et Et c'est analysées. piloté au quotidien, je m'imagine même, s'il y a Exactement. des absences que, bah, tiens, telle personne peut remplacer sur l'îlot temps, Mmh. parce qu'elle a déjà cette compétence-là et cetera. Enfin, Ouais, j'imagine que c'est presque un outil du quotidien, quoi. ouais, exactement. Alors après, on a l'outil, mais on a enfin, il y a 50 couturières. C'est vrai que, tu vois, dans un Vous le couloir, savez. là, Ouais. c'est quasiment toutes les heures où: «Tiens, j'ai besoin d'une fille qui sait faire les points d'arrêt, j'ai besoin d'une fille qui sait faire du surjet», enfin voilà et là, Ouais, il y a les noms qui se fusent. On n'a pas besoin d'ouvrir la grille. Normalement, on connaît bien ouais. les personnes, mais ça n'empêche que de temps en temps d'avoir aussi une vision de même si tu as les noms, de savoir en fait que oui, ah par contre au niveau des points d'arrêt, là, quand Flo elle Il y a va un peu partir juste. en Mmh. en retraite, il y en aura plus que 3 et là ça peut être tendu. Donc oui, oui, ces grilles de compétences, elles sont quand même, bien scrutées et puis oui, on a des process, on a des dossiers techniques qui, justement, sont toujours faits par, bah, le bureau d'études et les agents méthodes qui suivent, les produits et qui accompagnent en fait, les personnes au poste pour, parce que même si en fait, on peut avoir une formation, très généraliste. Après, nous, c'est suivant la matière, suivant le produit, tu peux encore découvrir de nouvelles choses, hein. C'est pas toujours la c'est pas toujours Ah oui, pareil. c'est ça. Ouais. Évidemment, c'est pas toujours les mêmes opérations, pas Mmh. toujours les mêmes produits, surtout depuis que vous avez ces nouveaux clients. Et alors, je vais juste me permettre de faire une parenthèse sur le sujet compétences et la grille de compétences et la manière dont vous l'utilisez, parce qu'en fait, c'est un sujet qui revient souvent et notamment alors, effectivement, c'est plus simple quand on a des usines de taille, en tout cas réduite, disons à taille humaine, mais dès lors qu'on dépasse les 100-150 collaborateurs, ça Mmh. devient, extrêmement compliqué, notamment en termes de priorisation parce qu'on va pas pouvoir analyser chacun des postes, d'un coup, jalonner la progression pédagogique de, nos 15 postes différents de production et cetera. Donc tout cela, en fait, moi, j'ai une méthode que j'ai déployée qui est dispo dans le QGRH, hein, pour ceux qui nous pour ceux qui nous écoutent là actuellement. C'est un sujet, ô combien essentiel, aujourd'hui parce que le groupe Santel n'est pas le seul, à avoir besoin de sécuriser ses compétences. C'est un vrai point de douleur pour plein d'industriels. Donc c'est disponible, n'hésitez pas à aller sur le QGRH, je vous mettrai le lien en description, parce qu'on est vraiment sur des sujets essentiels. Excuse-moi pour cette petite parenthèse, mais qui est ô combien, d'actualité. Et est-ce qu'en termes d'attractivité, de compétences parce que peut-être que aussi vous avez intégré des clients et des procédés de fabrication qui sont plus simples que les vôtres sur du corsetage, non? Ça a Mmh. peut-être permis de simplifier aussi certains postes et donc une progression pédagogique un peu plus, évidente? Ouais, complètement. En fait, cette ouverture à la sous-traitance, c'était aussi une ouverture à d'autres, d'autres techniques, et Mmh. aujourd'hui on sait on évidemment on sait faire des de la corsetterie, hein, ça c'est notre héritage. Mais on sait faire plein de choses. Alors pareil, on est très prétentieuse, hein. Quand tu sais faire un soutien-gorge, alors tu sais tout faire. Oui. Voilà ce qu'on se Eh bien dit. sûr. Et donc du coup, bah, finalement, quand on a eu des clients qui sont arrivés en nous disant: «Bah, nous, on veut, un pantalon, un petit caraco et cetera, une veste», enfin, nous, on a dit: «OK, on y va, on va savoir le faire, on va s'adapter». Va le faire.
Ouais, nous on dit jamais non en fait, hein et du coup, on s'est lancé et oui, c'est plus simple aussi pour, justement les nouvelles arrivantes aussi qui nous rejoignent. Bah, justement quand elles sont sur ces postes-là, ça permet d'être, moins dans la difficulté parfois et puis comme on change en fait souvent de ligne, hein, parce que, nous on est du made in France, donc on n'a pas des énormes volumes, hein, qui nous occupent pendant des mois, hein. Ouais, Notre, c'est des petites séries ou enfin, en tout cas, séries mesurées, quoi. C'est ça, notre force, c'est l'agilité aussi, et donc du coup, bah, hein, finalement, des fois, quand, même peut-être une nouvelle arrivante, va un peu galérer sur, bah, une fabrication, bon, bah, ça lui permet aussi de passer des fois sur un autre produit qui va être plus simple et qui va pouvoir lui remettre de la confiance. Parce que ça, c'est important aussi de pas perdre confiance, sur, des postes où on va être, se retrouver en difficulté et rester là-dessus, quoi. Mmh. Ouais. OK, il existe d'autres sites en France qui font encore, qui ont encore cette expertise de la corsetterie ou le corsettage? Je ne sais plus. La corsetterie, on dit oui, mais, je La pense qu'il existe les corsetterie, 2. OK et Alors, ouais, il existe encore, alors après je pense qu'on est le plus grand, en fait, le plus industrialisé, plus grand, mais il existe encore mais très peu, hein. Là, je parle, enfin ça se compte sur les doigts d'une main. Mmh, ouais, d'accord. mmh. OK, ouais, donc un savoir-faire qui vraiment, vraiment se perd donc toi, tu as la sensation ou en tout cas tu penses que c'est une responsabilité quelque part pour la filière que vous avez de garder, cette expertise? Ah oui, oui. Enfin, ouais, c'est exactement ça. Nous, pour moi, c'est un devoir de transmission et de faire perdurer ce savoir-faire. On était labellisés, entreprise du patrimoine vivant, l'année dernière, enfin au mois d'août l'année dernière et pour moi, en fait, c'est hyper révélateur. Ça aussi, les salariés, elles ont été très fières de recevoir ce label parce que ça montre que, bah, ce qu'elles font, c'est rare et précieux. Et que du Mmh. coup, il faut c'est un travail de tous les jours de le garder ici, de continuer à recruter, de continuer à former, de continuer à chercher aussi des clients pour leur dire, bah: «Venez fabriquer chez nous plutôt que d'aller le fabriquer à l'autre bout de la planète. Vous allez voir, on va être réactifs. On peut aussi être compétitif si, vous nous donnez l'opportunité d'avoir un peu de volume aussi». Donc voilà, c'est des discours en fait qu'il faut pas lâcher, pour que justement, ben, ces métiers en voie de disparition ben, finalement, soit là encore, dans 10 15 et puis, 50 ans à venir. Mmh. Oui, parce qu'en fait, c'est ça le sujet, c'est on manque pas de marques françaises, heu, mais on manque de marques françaises qui produisent en France, Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. y compris sur de la lingerie, quoi. Mmh. C'est ça qui Mmh. est OK. Écoute, j'aurais encore plein de questions, mais je trouve que déjà, enfin, surtout toi, tu nous as livré, plein de choses. Est-ce que peut-être il y a un dernier message que tu as envie de faire passer, une conviction ou, un instant promo peut-être? Tout ce que tu veux, tu as la main, c'est ton moment de gloire Delphine. Je m'emballe un peu, hein, pardon. Merci. Oui, alors l'instant promo, beh, c'est de justement d'encourager, toutes les personnes qui écouteront de ce podcast de venir, pousser les portes de notre atelier, de découvrir en fait, notre savoir-faire, notre culture, nos valeurs comme moi je l'ai fait il y a 25 ans. Alors je demande pas de rester pendant 25 ans ici, hein, il y a pas de souci. On peut repartir au bout d'une heure et vous verrez, vous serez hyper satisfaits. Vous ne serez pas séquestrés, promis. Promis. Oui. OK et donc il suffit d'aller, j'imagine, sur votre site et Oui. réserver sa visite, c'est Ouais, ça? j'ai fait la promo, mais à moitié. Mais en effet, Chantelle-Épernay et donc là, on tombe sur la page de réservation. Généralement, c'est des vendredis, c'est des samedis où on peut, réserver son créneau d'une heure et à la fin, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais à la fin de ce parcours, de découverte eh bien, il y a aussi un espace de vente et surtout des cabines où on a du personnel du service qualité chez nous qui, justement offre une parenthèse, pour, pouvoir, connaître sa taille puisque, ce qu'on annonce en fin de visite, c'est 80 des femmes ne connaissent pas leur taille Mmh. de soutien-gorge et ça, c'est hyper important, en fait, de passer dans des mains expertes qui conseillent pour qu'enfin, on se sente bien dans des produits qui sont du quotidien. Donc c'est un petit plus aussi à la fin de la visite, se faire plaisir.
Eh bien, écoute, si je passe par Épernay, ça n'est pas prévu, mais si un jour je passe par Épernay, je passerai la porte, je te passerai un petit coup de fil évidemment en amont. Et alors pour te dire, j'ai bien rigolé ce matin parce que je me suis dit que j'allais te faire une spéciale dédicace. J'ai mis le dernier top que j'ai cousu main. Voilà, c'était juste, et Bravo! j'ai fait voilà, et donc j'ai fait exprès de le mettre et donc ça me fait beaucoup marrer parce que quand tu dis: «Bah, oui, effectivement, je suis incapable de coudre un soutien-gorge», disons les choses, avec mon tout petit niveau, de couturière du dimanche. Voilà, c'était, la spéciale dédicace de l'épisode. Comme ça, vous connaissez toute ma vie, oui, à mes heures perdues quand je n'ai pas les enfants ou quand ils font la sieste, je sors ma machine à coudre. Super, c'est bien ça. Ah, je sens qu'on peut avoir un recrutement, moi, bientôt, hein. Ah, pas gagné. C'est déjà Épernay, c'est loin quand même, Ouais, mais mais bon, on a du champagne quand même à Épernay, attention, hein. ah, bah, ouais, mais là, tu vois, si tu me prends par les sentiments, je rappelle que tout abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, mais écoute, en tout cas, avec grand plaisir, de passer faire un tour, sur le site. Mmh. Merci, franchement, j'ai appris plein de choses. Je suis contente, aussi de mettre ma petite pierre à l'édifice pour, l'industrie textile française. Consommez en France, et soutenez, voilà, nos industriels du textile. C'est hyper important de contribuer à ça. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup, Et Claire, puis merci pour cette et visibilité, puis merci. avec plaisir, à bientôt! À bientôt. Encore merci de nous avoir écoutés. Il est temps de se retrouver lundi avec un nouvel invité. C'était Claire Tenaillot, fondatrice de Be Wanted, et vous venez d'écouter un épisode de l'industrie qui fait envie. Bon, pour être certain de ne rien manquer, pensez à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Surtout, pensez à laisser un avis 5 étoiles pour lui donner de la visibilité. Allez, à bientôt sur l'industrie qui fait envie.